Bonjour, je suis Martin Liederman, cofondateur de l'organisation One World, One Vision. Il y a plus de 10 ans, mon associé et moi-même, lors d'une mission chirurgicale au Belize, avons fondé One World, One Vision afin de former des ophtalmologues locaux et d'étendre ainsi notre champ d'action. Nous avons réussi et depuis, notre organisation s'est rendue dans de nombreux pays et a démontré le succès de nos idées. Nous avons ajouté des anesthésistes et des intensivistes pédiatriques à la mission afin de former des médecins locaux et de rendre l'expérience chirurgicale de nos patients plus sûre. Depuis, le paradigme « un patient, un hôpital » n'est pas viable. Un patient, d'un étudiant et d'un chirurgien, même s'il était efficace, ne permettait pas de répondre à tous les besoins. Des dizaines de millions d'enfants et d'adultes souffrent de strabisme et d'amblyopie. Nous avons donc décidé de soutenir. Nous avons demandé au Dr Bert Kouchner de créer et recruter des experts internationaux pour un cours vidéo sur le strabisme et l'amblyopie, et de recruter des experts internationaux pour donner des conférences. Nous avons stipulé que le cours devait être traduit en plusieurs langues et distribué gratuitement dans le monde entier aux chirurgiens ophtalmologistes. Nous sommes particulièrement reconnaissants à nos anciens patients et amis qui ont apporté le soutien financier nécessaire pour que notre rêve devienne réalité. Nous sommes ravis que le Dr Kouchner ait accepté de relever le défi et nous espérons que vous trouverez les conférences à la fois stimulantes et éducatives et que vous les partagerez avec vos collègues et vos étudiants. C'est ainsi que, sans plus tarder, sans plus attendre, je vous présente le Dr Bert Kouchner. Bienvenue aux téléspectateurs. Je suis Bert Kouchner, modérateur du cours One World, One Vision sur le strabisme. Et la conférence d'aujourd'hui porte sur les nouveaux concepts anatomiques relatifs au strabisme. Certains spectateurs sont probablement nouveaux dans la série « Je suis ravi de vous accueillir ». D'autres sont sans doute des téléspectateurs de longue date. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Joe Deemer de l'UCLA pour présenter cette conférence. Je pense que Joe, plus que quiconque dans notre domaine, a pris des concepts scientifiques de base, dont la plupart, a fait les premières observations et les a traduits en applications pratiques que nous pouvons tous utiliser dans notre gestion du strabisme. Je pense que ces contributions ont été vraiment monumentales. Le Dr Deemer n'est pas seulement médecin, il est également titulaire d'un doctorat en ingénierie biomédicale. Il est actuellement chef du service d'ophtalmologie pédiatrique et du strabisme à l'UCLA Joel Stein et est titulaire de la chaire Rosenbaum d'ophtalmologie pédiatrique. Il est également professeur de neurologie. En 2003, Arvo a décerné au Dr Deemer le prix Friedenwald pour ses recherches sur les muscles extraoculaires et les tissus conjonctifs orbitaires. Il est vraiment l'un des rares ophtalmologistes pédiatriques à avoir été ainsi honoré. Il a publié plus de 308 publications évaluées par des pairs, un nombre étonnant, 44 chapitres de manuels, et j'ai appris que ses travaux ont été cités plus de 16 000 fois dans la littérature. C'est incroyable. Il a formé plus de 250 résidents en ophtalmologie, 80 boursiers cliniques, 20 boursiers de recherche, et a présidé 6 comités de doctorat. Je pense que, plus que quiconque, il a réellement apporté la science fondamentale au domaine clinique et a eu un impact direct et quotidien sur notre traitement du strabisme. C'est donc avec grand plaisir que je passe la parole au Dr Deemer. Deemer. Merci beaucoup Berthe, c'est un plaisir de pouvoir participer à cet excellent programme que vous avez organisé. Maintenant, je vais commencer par parler de vieux concepts anatomiques. Voici un modèle en bois, un ophtalmotrope, montrant les muscles extraoculaires tournés par des cordes
Il provient du musée de l'Université de Columbia et appartenait à Philipp Knapp. Il illustre les concepts relatifs aux muscles extraoculaires depuis le XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle. Mais récemment, nous avons pu réexaminer certaines de ces structures et ajouter des détails au-delà de ce que Knapp avait pu réaliser. Passons maintenant en revue certaines des actions des muscles extraoculaires qui sont classiques et toujours correctes. L'action principale du muscle météorictus est l'adduction, la rotation vers la ligne médiane. L'action primaire du muscle droit latéral est l'abduction, c'est-à-dire la rotation opposée à la ligne médiane. L'action principale du muscle droit supérieur est la supraduction, l'élévation de l'œil. L'action principale du muscle droit inférieur est l'infraduction, c'est-à-dire la rotation de l'œil vers le bas. L'action principale de l'oblique supérieur est l'encycloduction, c'est-à-dire la rotation du pôle supérieur autour de la ligne de vision vers la ligne médiane. L'action principale des muscles obliques inférieurs est l'excycloduction, c'est-à-dire la torsion du pôle supérieur de l'œil pour l'éloigner de la ligne médiane. Les actions secondaires des muscles extraoculaires, visibles dans le coin inférieur droit, sont également importantes. Les muscles droits supérieurs et inférieurs sont des ducteurs de l'AD en tant qu'acteurs secondaires. Les muscles obliques ont des actions verticales. Le muscle oblique inférieur est un superducteur ou muscle à rotation vers le haut, tandis que le muscle oblique supérieur est un infraducteur ou muscle à rotation vers le bas. Les actions tertiaires des muscles sont indiquées dans le coin inférieur gauche. Pour le droit inférieur, excycloduction. Pour le droit supérieur, l'encycloduction. Pour les muscles obliques inférieurs, AB ou adduction, en fonction de la position horizontale de l'œil. Il en va de même pour le muscle oblique supérieur. Cela devient compliqué, mais les actions tertiaires ne sont pas très importantes sur le plan clinique. Lorsque j'étais étudiant, je ne comprenais pas très bien pourquoi les actions verticales des muscles obliques étaient opposées à leur nom. La raison en est qu'ils s'insèrent postérieurement à l'équateur du globe, déplaçant l'arrière de l'œil dans la direction de leur homonyme et donc l'avant de l'œil dans la direction opposée. Ce modèle illustre la trajectoire du muscle oblique supérieur qui est représenté, qui a une inflexion de direction dans la trochlée, comme si son origine fonctionnelle était antéronasale plutôt que dans l'orbite profonde au niveau de l'anneau de Xen d'où partent tous les muscles droits. Le muscle oblique supérieur présente une anatomie intéressante sur laquelle nous reviendrons. Il s'agit d'un spécimen qui a été sectionné avec l'aide de Robert Goldberg et de plusieurs autres personnes de notre laboratoire et excisé d'un cadavre sur un bloc. Nous le voyons ici disposé avec la trochlée cartilagineuse. Il est possible de glisser la trochlée et de l'enlever. On peut alors dérouler le tendon du muscle oblique supérieur et constater que la structure du muscle oblique supérieur est très similaire à celle d'un muscle droit avec un long tendon. Je reviendrai plus tard sur la topographie des fibres du ventre du muscle par rapport aux fibres du tendon, car cela s'avère important sur le plan fonctionnel. Il s'agit d'une démonstration chez un sujet normal, en utilisant l'imagerie par résonance magnétique quasi-coronale avec pondération T1, dans 5 positions du regard, le regard central au milieu, regard central AD à gauche, abduction à droite, le regard vers le haut, c'est-à-dire la superduction en haut, et le regard vers le bas, c'est-à-dire l'infraduction en bas. Nous parcourons l'ensemble de l'orbite par intervalle de 2 mm. Afin de rendre cette image plus attrayante, nous l'avons colorée en utilisant une technique de marquage au fer rouge. Notez que nous pouvons voir la section transversale des 4 muscles droits et en haut à gauche de chaque panneau, le muscle oblique supérieur. Regardons le panneau adduction sur votre gauche. Notez qu'en cas d'adduction, le muscle droit médial a une section transversale plus importante que le latéral et le nerf optique se déplace vers la droite. Muscle droit latéral de AB, droite-gauche. La section du muscle droit latéral est plus grande que celle du muscle droit médial et le nerf optique se déplace dans la direction opposée vers la gauche. Maintenant, regardez sur les images adduction et abduction la position horizontale des muscles droits verticaux.
Remarquez-vous que, quelle que soit la position horizontale de l'œil, il n'y a pas de déplacement horizontal de la position des muscles droits verticaux. Examinons maintenant les panneaux du haut et du bas. Vers le haut milieu de l'orbite, vous voyez un muscle droit supérieur plus épais et un muscle droit inférieur plus fin. Dans le panneau du bas, à l'inverse, le muscle droit inférieur est plus épais et le muscle droit supérieur plus fin, et le nerf optique se balançant dans la direction opposée à celle du regard qui représente l'orientation de la cornée. Dans les panneaux du haut et du bas, regardez maintenant les trajectoires des muscles droits horizontaux. Les muscles droits horizontaux ne se déplacent pas verticalement. Leurs trajectoires sont stabilisées. Ainsi, les 4 muscles droits de l'orbite profonde ne changent pas sensiblement de position en réponse à des rotations horizontales et verticales importantes de l'œil. Ce comportement stable est une conséquence des poulies et est extrêmement important pour le comportement cinématique de l'œil et donc pour notre capacité à rendre l'œil droit avec le traitement du strabisme. Prenons cet exemple pour illustrer ce concept. C'est très important. Les muscles droits ont des poulies de tissu conjonctif qui sont constituées de manchons dans le fascia de ténon, mais représentés ici par de petits anneaux noirs entourant les muscles droits de couleur schématique et, dans ce cas, les muscles obliques supérieurs de couleur violette. Ces poulies sont composées de collagène, d'élastine et de muscles lisses. Leur emplacement est très stéréotypé car elles servent d'origine fonctionnelle aux muscles extraoculaires et déterminent les directions de traction des muscles extraoculaires, tout comme les insertions sclérales sur le globe oculaire déterminent les directions de traction. Les poulies stabilisent les trajectoires musculaires et les régulent de manière à ce que les propriétés de rotation des yeux puissent être contrôlées par le cerveau. L'hypothèse de la poulie active est en fait un concept biomécanique important qui nous aide à comprendre la cinématique ou le comportement rotatif produit par les muscles extraoculaires par l'intermédiaire de leurs poulies. Les muscles extraoculaires sont constitués de 2 couches. Une couche, la couche globale, s'insère sur l'œil et le fait pivoter. La couche orbitale s'insère sur la poulie correspondante et en modifie la position d'avant en arrière ou d'avant en arrière. La poulie se déplace vers l'antéro-postérieur en coordination avec l'insertion sclérale et les déplacements de la poulie modifient la direction de la traction musculaire en fonction du regard. Les changements systématiques dans les directions de traction musculaire sont nécessaires pour la régulation neurale de l'alignement binoculaire et il est heureux que les poulies du tissu conjonctif puissent être manipulées par les chirurgiens ophtalmologistes dans l'intérêt du patient. Aujourd'hui, les poulies agissent comme les origines fonctionnelles des muscles extraoculaires comme le montre cette paire colorisée d'IRM axial de la même orbite droite, imagée en abduction à gauche et en adduction à droite. Notez que le trajet du muscle droit médial en abduction comporte 2 parties rectilignes dans des directions différentes. De l'insertion sclérale à un point de l'orbite antérieure, le muscle tire parallèlement à la petite flèche blanche que vous voyez au milieu, mais en arrière de ce point, après un crochet ou une inflexion, le muscle se dirige directement vers l'apex orbital en bas de l'écran. En adduction, le muscle droit latéral emprunte 2 voies différentes, l'une suit la ligne presque verticale qui indique que le muscle droit latéral tire depuis l'insertion sclérale jusqu'à un point latéral de l'orbite où il y a une inflexion, puis le muscle droit latéral se dirige directement en arrière vers l'anneau de Zinn. En abduction, et le muscle droit médial et en adduction, le muscle droit latéral tire dans des directions sensiblement différentes de la ligne directe entre l'insertion et l'anneau de Zinn, et cette différence dans la direction de la poulie est vraiment importante pour l'action rotative des muscles extraoculaires. Voici une explication rapide de l'hypothèse de la poulie active.
Les couches globales des muscles s'insèrent sur l'œil et tournent, de sorte que seule la moitié du muscle fait réellement tourner le globe. L'autre moitié des fibres ne s'insère pas sur le globe, mais sur les poulies et les déplace vers l'antéro-postérieur, rétractant les poulies lorsque les muscles se contractent. La couche orbitaire du muscle oblique inférieur s'insère sur le manchon oblique inférieur, la poulie du droit inférieur et la poulie du droit latéral. Et la couche orbitaire du muscle oblique supérieur s'insère sur la poulie du droit supérieur par l'intermédiaire de la gaine de l'oblique supérieur qui traverse la trochlée. Les poulies se reconfigurent pour certaines fonctions physiologiques, comme le réflexe vestibulo-oculaire et la convergence. Voici une démonstration sur un cadavre de la poulie du droit interne. Regardez maintenant le côté gauche. C'est comme une photographie chirurgicale. Nous avons ouvert la conjonctive au niveau du limbe et placé un crochet sous le tendon ou le muscle droit médial, ou du muscle comme indiqué ici. Vous pouvez voir des bandes de tissu conjonctif blanc qui s'étendent vers l'avant en direction de ce point. J'ai en fait désinséré l'origine de la suspension de la poulie du droit interne dans le côté droit de ce panneau gauche et je l'ai placé sur des sutures blanches. Sur la photo de droite, nous avons exercé une traction considérable sur la poulie et l'avons ouverte. Vous pouvez voir l'ouverture du fascia tenon postérieur à travers lequel le muscle passe dans l'orbite profonde. Cela démontre un étirement de l'anneau de la poulie qui ne doit pas être effectué bien sûr sur des patients vivants, mais sur des cadavres. C'est une bonne démonstration. Voici une photographie chirurgicale d'un cas que j'ai réalisé dans lequel j'ai fait une incision limbique et placé un crochet sous l'insertion du muscle droit médial avec une dissection émoussée des tissus conjonctifs postérieurs jusqu'au point où l'on voit l'insertion de la couche orbitaire dans le tissu conjonctif blanc brillant qui constitue la partie la plus antérieure de la poulie du droit médial. Si vous regardez bien, vous pouvez voir de petites fibrilles de la fibre musculaire qui s'insèrent dans ce tissu conjonctif. Voici une paire d'images IRM pondérées T1 d'une orbite gauche normale. Regardez d'abord l'image de droite. J'ai injecté du gadodiamide dans ce cas et il s'est révélé être très efficace pour produire un signal blanc éclatant dans des tissus hautement perfusés tels que le corps ciliaire et la choroïde. Mais vous voyez aussi un signal brillant dans la partie antérieure du muscle droit médial. Maintenant, en utilisant une technique de meilleure qualité sur la gauche avec des bobines de surface spéciale, vous pouvez mieux voir ces détails. Notez que la partie antérieure des fibres du muscle droit médial est très vasculaire. Elles ont donc un signal clair, mais elles sont entourées d'une poulie du droit médial plus sombre, moins vascularisée, constituée principalement de collagène et non de fibres musculaires. Il s'agit donc d'une vue à haute puissance de la poulie du droit médial, comme indiqué ici par la flèche. On signifie nerf optique, MR, muscle droit médial, LR, muscle droit latéral. Une vue coronale de la même poulie du droit interne dans une orbite droite est présentée ici. Une fois de plus, le contraste gadodiamide éclaire la choroïde, mais aussi les fibres musculaires du droit interne au niveau de la poulie, mais vous pouvez voir que les fibres musculaires du droit interne sont entourées d'un anneau ou d'un cercle de tissu sombre qui est le collagène relativement avasculaire de l'anneau de la poulie du droit interne. Sur le cadavre, nous pouvons prendre une coupe transversale de la poulie du droit interne et la colorer avec du trichrome de maison, une coloration qui colore le collagène en bleu et les fibres musculaires en différentes nuances de rouge. Nous pouvons voir ici que les fibres de la couche orbitaire à gauche des petites pointes de flèche à l'intérieur de l'anneau de poulie sont plus fines et plus foncées, mais comme je vais vous le montrer, elles s'insèrent à l'intérieur de cet anneau de poulie. Les fibres de la couche globale sur votre droite sont plus grandes et légèrement plus claires. Elles traversent la poulie. Elles la traversent et se transforment finalement en fibres tendineuses qui s'insèrent sur l'œil pour le faire pivoter. Voici une coupe coronale d'une orbite humaine normale colorée au trichrome de maison dans laquelle le collagène se colore en bleu et les fibres musculaires en rouge. Vous pouvez voir que le vitré s'est effondré, produisant un décollement artificiel de la rétine, comme c'est le cas dans la plupart des échantillons humains cadavériques. Le bleu de la sclérotique est bien visible. Et nous pouvons voir les 4 muscles droits. À gauche, nous avons le muscle droit médial.
En bas, le muscle droit inférieur et à sa droite, le muscle oblique inférieur. Horizontalement, à l'extrême droite, se trouve le muscle droit latéral et au-dessus de lui, le lobe orbital de la glande lacrymale. Au sommet adjacent au globe, nous avons le muscle droit supérieur et au-dessus de lui, le muscle releveur. Vous pouvez voir que les 4 muscles droits sont insérés par des anneaux de collagène bleutés, ainsi que la gaine du muscle oblique inférieur et une gaine autour du muscle oblique supérieur en haut à gauche. Notez que le levator palpebrae superioris, le muscle releveur de la paupière tout en haut, n'a pas de poulie. Il existe également des ligaments ou des bandes de tissu conjonctif qui relient les 4 poulies du muscle droit. Le plus important se trouve en haut à droite. Il s'agit du ligament de la bande LRSR. Nous y reviendrons plus tard dans cet exposé. Nous avons ici une image IRM coronale réalisée avec l'imagerie TI de la même perspective d'une orbite gauche. On peut voir le muscle droit médial MR, le muscle droit latéral LR, le muscle droit inférieur IR, et on remarque que le gadodiamide injecté met en évidence les fibres musculaires dans la poulie du droit latéral, les tissus de la poulie étant noirs parce qu'ils sont assez avasculaires. Veuillez noter ci-dessous le cheminement du muscle oblique inférieur IO. Il y a une ligne droite en bas à gauche du muscle oblique inférieur jusqu'à un point situé juste à côté du muscle droit inférieur où il y a une inflexion dans la direction du muscle oblique inférieur qui suit une ligne plus ou moins droite jusqu'à l'insertion sur la sclérotique. Ce point d'inflexion est la poulie du muscle oblique inférieur et correspond anatomiquement à l'entrée de son aire moteur. C'est donc la poulie du muscle oblique inférieur. Nous pouvons aisément démontrer la poulie du muscle oblique inférieur en chirurgie. Il s'agit d'une... L'orbite gauche est vue depuis la perspective du chirurgien. La ruche conjonctive a été ouverte et un crochet musculaire a été placé sous l'insertion du muscle droit inférieur. Ensuite, le muscle oblique inférieur a été détaché et attaché à ces 2 sutures sombres que vous pouvez voir à l'extrême gauche. Si vous suivez le muscle vers l'avant, vous remarquerez une bande blanche orientée verticalement juste à la limite du muscle droit inférieur. Cette bande constitue la poulie du muscle oblique inférieur qui est responsable de l'inflexion observée. Joe? Le muscle oblique inférieur détaché passe par la poulie, peu importe la direction de son extrémité détachée, garantissant ainsi son orientation vers la poulie. L'emplacement des poulies des muscles droits est assez stéréotypé d'un individu à l'autre. Voici donc les coordonnées horizontales sur l'axe des X et les coordonnées verticales sur l'axe des Y. Des 4 poulies du muscle droit, l'origine étant le centre de l'orbite. Les poulies ont été localisées et c'est la moyenne d'environ 12 individus, dans le regard primaire dans le cercle, dans le regard vers le haut, l'adduction, l'abduction et dans le regard vers le bas. Remarquez que la poulie du droit interne est très stable dans l'orbite. Elle ne se déplace pas. Les poulies du droit supérieur et du droit inférieur se déplacent légèrement. On observe également un déplacement vertical de la poulie du droit latéral qui se déplace vers le haut lorsque le regard est dirigé vers le bas et vers le bas lorsque le regard est dirigé vers le haut, une direction opposée au grand cercle ou au chemin le plus court à travers le globe. Ces déplacements sont beaucoup plus faibles que s'il n'y avait pas de contrainte de poulie sur les trajectoires des muscles. J'ai affirmé précédemment que les insertions des muscles extraoculaires sont bifides, et voici une belle démonstration dans un œil qui est clairement pseudophigue. Vous pouvez voir la lentille intraoculaire. Il s'agit d'une imagerie IRM T1. Vous voyez que, à partir du muscle droit médial, la couche globale s'insère sur le globe. La couche orbitaire s'insère à la base de la fourche que l'on voit en haut à gauche. C'est l'emplacement de la poulie. Il s'agit d'une vue sagittale d'un individu normal dans 3 positions verticales du regard. Je voudrais que vous notiez 2 choses. Nous avons une très belle démonstration du muscle oblique inférieur que l'on voit en bas. Vous le coupez transversalement. Il en va de même pour le muscle droit inférieur. Vous pouvez voir la fissure brillante entre la couche globale du muscle droit inférieur, c'est-à-dire la partie supérieure, et la couche orbitale en bas, l'essentiel de la contraction dans le regard vers le bas se produisant dans la couche orbitale,
parce que la couche orbitale travaille plus que la couche globale, du moins dans le cas d'un regard statique maintenu, comme c'est le cas ici. Notez que le muscle oblique inférieur se déplace vers l'avant dans le cas d'un regard vers le haut et vers l'arrière dans le cas d'un regard vers le bas. Le muscle droit inférieur contrôle donc dans une large mesure la position de la poulie oblique inférieure, ce qui constitue une interaction intéressante et importante. Même en l'absence d'un œil normal, les poulies ont un effet. Voici un cas où l'œil gauche a été énucléé pour un mélanome choroïdien malin et remplacé par une sphère d'hydroxyapatite coralline pour maintenir le volume dans l'orbite. Il y a également un œil artificiel noir solide, une prothèse présente entre les paupières en avant, mais comme la prothèse n'a pas de proton mobile, elle ne donne pas de signal et apparaît noire à l'IRM. Il s'agit d'une IRM pondérée en T-on avec injection de gadodiamide. Vous pouvez voir le rehaussement du corps ciliaire, de la choroïde et de certains muscles extraoculaires. La direction du regard est bien sûr contrôlée par la fixation de l'œil droit. Il n'y a rien à voir à gauche, mais notez le trajet du muscle droit médian. Voyez-vous en haut à droite et, dans une moindre mesure, en bas à droite, une inflexion nette de près de 90 degrés dans le trajet du muscle droit médial qui est normal en arrière de la poulie, mais qui passe ensuite plus en avant, de façon presque horizontale, à l'endroit où le tendon a été suturé chirurgicalement à la surface de l'implant corallin. L'effet de poulie ne nécessite donc pas de globe. Il s'agit d'une micrographie transversale d'un muscle droit médial humain dans sa poulie, coloré au trichrome de Maison, de sorte que le collagène se colore en bleu et le muscle en violet. La couleur de la coloration de la couche orbitale est d'un violet un peu plus foncé que celle de la couche globale. Dans la section de 10 microns immédiatement adjacente à celle-ci, nous avons utilisé la coloration de Van Giesen pour l'élastine afin de mettre en évidence les microfibrilles élastiques noires qui sont particulièrement concentrées dans les poulies. L'élastine possède la propriété d'extensibilité réservable. Elle a donc une mémoire et tend à se localiser dans les tissus soumis à une forte contrainte mécanique. Le petit rectangle est une région que nous allons agrandir et regarder à un plus fort grossissement. Il s'agit donc d'une vue à fort grossissement du muscle droit médial coloré au trichrome de Maison. Les petits points rouges sont des myofibres individuelles de la couche orbitale qui s'incrustent dans la surface interne de la poulie collagénique. Dans la coupe sérielle adjacente, on peut voir à une puissance plus élevée que les microfibrilles d'élastine agissent comme de petits ancrages ou agrafes pour ancrer les fibres de la couche orbitaire dans la poulie dans une zone qui est renforcée pour accepter leur attachement musculaire. Il s'agit d'une coupe longitudinale d'un muscle droit situé sur le côté du corps humain au niveau de la poulie. Cette image est colorée avec la technique du trichrome de Maison. En observant attentivement, on peut voir que la couche globale du muscle est située en bas de la coupe. Elle s'étend de droite à gauche en passant par la poulie. La couche orbitaire du muscle se termine à l'intérieur de la poulie, comme nous pouvons le constater à partir des 4 pointes de flèche marquées en haut de l'image. L'oblique inférieur est un muscle compliqué. C'est le seul exemple de spécimen non humain que je vous montre, parce qu'il a été possible de le faire avec une très grande qualité histologique, mais les mêmes résultats se produisent chez l'homme. La section en forme d'arc est une vue coronale ou longitudinale du muscle oblique inférieur d'un singe Nemastrina, montrant que le muscle oblique inférieur a 2 couches, une couche globale qui est plus haute et une couche orbitale avec des fibres plus petites à la base. Le muscle oblique inférieur et le muscle droit inférieur sont entourés de manchons, en particulier d'une poulie du muscle droit inférieur. Les encarts montrent que les fibres de la couche orbitale s'insèrent dans la surface du manchon de la poulie dans le panneau du milieu. Le panneau supérieur montre que les fibres de la couche orbitaire s'insèrent dans la partie inférieure de la poulie du muscle droit inférieur. La contraction de la couche orbitale de l'oblique inférieur aura donc tendance à déplacer la poulie du droit inférieur vers le nez et la poulie du droit supérieur vers l'intérieur.
L'oblique supérieur, bien sûr, est un muscle unique car il est connu depuis l'Antiquité pour avoir une poulie rigide ou cartilagineuse. Permettez-moi de vous montrer une partie de sa structure. Le muscle oblique supérieur possède une couche orbitale et une couche globale, mais dans ce cas, la couche globale se trouve au cœur du muscle. La couche orbitale s'étend à sa périphérie comme l'écorce d'un arbre. La gaine du muscle oblique supérieur s'étend à l'extérieur des deux couches et reçoit, dans la partie antérieure de l'orbite, l'insertion des fibres de la couche orbitaire. Vous voyez sur le côté gauche un rectangle qui a été agrandi dans le panneau supérieur droit, coloré au trichrome de Maison, afin que nous puissions voir les fibres individuelles de la couche orbitale commencer à s'insérer dans la surface interne de la gaine du muscle oblique supérieur. Dans la coupe sérielle adjacente, en bas à droite, colorée à l'élastine de Van Giesen, on peut voir les fibres élastiques noires qui ancrent les fibres musculaires à l'intérieur de la gaine de l'oblique supérieur. Tout cela se produit en arrière de la trochlée. Ici, nous voyons ce qui se passe à proximité de la trochlée et en avant de celle-ci. Regardons d'abord l'image en haut à gauche qui a été colorée au trichrome de Maison. Elle montre les fibres bleu vif du tendon oblique supérieur qui ont précédemment, dans la partie postérieure de l'orbite, reçu les insertions de la couche globale entourée de la gaine bleu grisâtre du tendon oblique supérieur. C'est en arrière de la trochlée. En haut, au milieu, on voit le cartilage en forme de demi-lune, cartilage de la trochlée. Le tendon oblique supérieur est coupé 2 fois parce qu'il est coupé à travers le plan de coupe comme une épingle à cheveux. À droite, on voit le tendon et la gaine qui passent sur la selle de la trochlée. Et à gauche, on voit les deux plus en avant. La gaine de l'oblique supérieur traverse la trochlée en même temps que le tendon oblique supérieur. Dans l'image large du bas, nous voyons une vue coronale qui montre la sclérotique de la trochlée, qui montre la sclérotique de l'œil en bas. Le tendon du muscle oblique supérieur, qui est maintenant fin et dense, s'enroule sur la sclérotique entre la sclérotique et le muscle droit supérieur, et la gaine de l'oblique supérieur à droite, s'insérant largement sur la face nasale de la poulie du droit supérieur, qui entoure le muscle droit supérieur de couleur rouge. Ainsi, la contraction de la couche orbitaire du muscle oblique supérieur aura tendance à déplacer la poulie du droit supérieur vers le nez lorsque le muscle oblique supérieur se contracte. Voyons donc un résumé de la structure globale du système de tissu conjonctif. Nous utilisons comme navigateur au centre une IRM axiale pondérée T1 sur laquelle j'ai superposé quelques étiquettes. Les couches globales des muscles droits médial et latéral représentées ici traversent les anneaux bleu vif des poulies avant de s'insérer sous forme de tendons sur la sclérotique. Les couches orbitales des muscles droits et médiales se terminent dans les poulies, de sorte que la contraction de ces couches orbitales rétracte les poulies contre les suspensions élastiques qui sont ancrées plus antérieurement contre l'os de l'anthèse latérale au niveau du tubercule de Whitnall et de l'anthèse médiane qui est la crête lacrymale postérieure. Maintenant, en haut à gauche, nous montrons une coupe transversale de l'orbite à peu près au niveau représenté par la flèche rouge supérieure pointant vers la gauche. À cet endroit, les tendons du muscle extraoculaire sont plats et les frondes qui relient ces tendons ont tendance à être convexes vers l'orbite. C'est dans cette région que les chirurgiens du strabisme, de la rétine et du glaucome peuvent opérer et couper ces tissus conjonctifs sans perturber l'action du système de poulies. Maintenant, plus en arrière du globe, nous voyons la zone des poulies fonctionnelles et cette image histologique se trouve au niveau de la flèche rouge centrale qui pointe vers le bas à droite. Ici, les muscles extraoculaires sont entourés d'anneaux de poulies collagéniques denses. C'est le niveau du muscle oblique inférieur et de sa poulie. Et vous voyez les ligaments suspenseurs, en particulier le ligament de la bande LRSR qui relie les poulies du droit supérieur et du droit latéral.
C'est là que se situe l'origine fonctionnelle mécanique des muscles extraoculaires qui dérivent des poulies. En bas à gauche, nous voyons une image histologique prise au niveau de la flèche rouge inférieure qui pointe vers le bas à gauche. Ce n'est qu'ici que l'on voit les 4 muscles droits et le muscle oblique supérieur présenter des couches orbitales et globales, car la couche orbitale se termine dans la poulie et ne s'étend pas vers l'avant de celle-ci. Notez qu'il n'y a pas de cône musculaire. Le cône musculaire est une fiction qui, malheureusement, persiste dans de nombreux manuels d'anatomie et d'ophtalmologie. Il n'y a pas de cône ou de membrane reliant les 4 muscles droits. Cela n'existe tout simplement pas. Les seuls tissus présents dans cette zone sont des tissus lacrymaux ou de la graisse. Et bien sûr, il y a les muscles, les nerfs et le ganglion ciliaire dans l'orbite. Un petit mot sur l'axe de rotation oculaire et sur l'importance des poulies. Les poulies entraînent une modification systématique des trajectoires musculaires en fonction du regard. Vous voyez donc ici ce bâton noir qui semble courir comme le pôle du globe oculaire. C'est l'axe de rotation qui sera produit par la contraction des muscles droits horizontaux. Dans cet exemple particulier, le muscle droit latéral bleu. Notez que l'axe de rotation est incliné vers l'arrière d'une moitié de l'angle vertical de l'œil. Ce comportement de demi-angle est comme un nombre magique qui est important pour le comportement cinématique correct de l'œil et la capacité du cerveau à contrôler l'alignement des yeux et la vision binoculaire. Voici donc le concept. Si la distance entre la poulie et le centre du globe est égale à la distance entre le centre du globe et l'insertion sclérale, alors les conditions cinématiques appropriées sont respectées. Dans ce cas, le muscle droit latéral schématisé va faire tourner l'œil autour de l'axe vertical rouge lorsqu'il se contracte. Mais si l'œil regarde vers le haut selon l'angle alpha, le critère à respecter est que l'axe de rotation doit être incliné vers l'arrière d'un angle alpha divisé par 2. Ainsi, si l'œil regarde vers le haut de 20 degrés, l'axe de rotation doit être incliné vers l'arrière de 10 degrés. D'après la trigonométrie des petits angles, cela se produira si la distance d sub 1 entre la poulie et le centre du globe est égale à d sub 2 entre le centre du globe et la projection de l'insertion sur cette ligne horizontale. Il s'agit donc d'un critère qui doit être rempli non seulement par le muscle droit latéral, mais aussi par tous les muscles extraoculaires pour que l'œil puisse être contrôlé par le cerveau. Ceci est une manifestation de ce phénomène qui est présenté ici. Nous avons ici l'orbite droite d'un individu normal. Imagerie par résonance magnétique pondérée en T1 dans 2 positions différentes du regard. Dans la colonne de droite, l'adduction est de 30 degrés et nous avons une image axiale qui passe par le milieu des muscles droits horizontaux et une autre qui passe par le chemin des muscles droits le trajet du muscle droit inférieur en bas à droite. À 30 degrés d'adduction, il y a un décalage de 11 degrés dans le trajet du muscle droit inférieur. Regardez maintenant la colonne de gauche. À 43 degrés d'abduction, il y a une inflexion à la poulie dans le trajet du muscle droit inférieur de 47 degrés. Il y a donc un changement net de 36 degrés dans le trajet du muscle droit inférieur, correspondant à un déplacement du regard de 73 degrés. Les 36 degrés représentent donc presque exactement la moitié de ce déplacement du regard de 73 degrés. Ce n'est qu'une illustration de la manière dont les poulies appliquent la règle magique du demi-angle dont j'ai parlé. Cela fonctionne dans 2 positions différentes du regard. Mais si vous devez maintenir la distance entre la poulie et le centre du globe égale à la distance entre le centre du globe et l'insertion lorsque l'œil se déplace, alors les poulies doivent se déplacer par rapport à l'orbite. Elles doivent, pour ainsi dire, voler en formation avec les insertions sans être attachées au globe. Ainsi, en adduction, comme on le voit en bas à droite, la contraction de la couche orbitale rétracte la poulie du droit médial, tandis que la poulie du droit latéral est élastiquement autorisée à se déplacer vers l'avant pour maintenir la relation entre la poulie, le centre du globe et l'insertion sclérale. Cela permet au cerveau de contrôler le comportement de l'œil.
Les poulies doivent se déplacer vers l'avant et vers l'arrière dans l'orbite, et c'est pourquoi les couches orbitales se développent, plutôt que de consacrer autant d'efforts à déplacer la position des poulies. Voici un exemple dans ce schéma de Christian Kea où la poulie du droit latéral se rétracte vers l'arrière pendant l'abduction de l'œil de sorte que la distance de l'insertion sclérale, ce petit X, reste constante par rapport à l'emplacement de la poulie qui est représenté par le petit anneau rond que vous voyez sur votre gauche. La poulie oblique inférieure, cependant, doit se déplacer d'une quantité différente. Pour conserver son comportement de demi-angle, la poulie du muscle oblique inférieur ne doit se déplacer que de la moitié de la distance de la poulie du muscle droit inférieur, comme on le voit ici. Le muscle oblique inférieur est schématisé par la bande jaunâtre et le muscle droit inférieur par la bande sarcelle lorsque l'œil regarde vers le haut. L'oblique supérieur est donc un cas particulier car sa poulie est rigide. Sur la vue axiale que vous voyez à gauche, vous voyez ce grand reflet dans la trochlée. Reflet dans la trochlée schématisée TR. Et sur la vue coronale, vous pouvez voir la trochlée TR en haut à gauche du panneau de droite et à droite de la trochlée. Le tendon devient mince et finalement difficile à distinguer par imagerie comme celle-ci de la surface de la sclérotique, qui a un signal identique. Voici donc une vue coronale qui résume ce que je vous ai dit un peu plus tôt sur l'interaction entre la contraction du muscle oblique inférieur et la position des poulies droites verticales. Là encore, nous avons les coordonnées horizontales sur l'axe des X, les coordonnées verticales sur l'axe des Y des 4 poulies droites. Notez que dans le cas d'un regard vers le haut, la poulie rectale latérale se déplace vers le bas, c'est-à-dire en superduction avec le triangle rempli, et dans l'infréduction, le regard vers le haut, la poulie du rectus latéral se déplace vers le haut parce que le muscle oblique inférieur se contracte dans le regard vers le haut et qu'il est couplé à la poulie du droit latéral par l'intermédiaire de sa couche orbitale. De même, la poulie du droit inférieur se déplace en direction nasale dans le regard vers le haut en superduction et en direction temporelle dans l'infréduction en raison de son couplage avec la couche orbitale du muscle oblique inférieur. Pour résumer les points importants que je vous ai exposés, je dirais que chacun des muscles extraoculaires a 2 couches, une couche globale, qui fait tourner l'œil car elle est directement insérée sur l'œil, une couche orbitale qui manipule la position des poulies des muscles extraoculaires. Les poulies fonctionnellement significatives se trouvent en bas à droite. Elles sont postérieures au globe. Elles sont constituées d'encerclements de collagène, d'élastine et de muscles lisses, et ces encerclements de poulies sont soutenus par des bandes de tissu conjonctif, dont l'une particulièrement importante est le ligament de la bande LRSR entre le muscle droit supérieur et le muscle droit latéral. Comme les muscles obliques s'insèrent sur les poulies du muscle droit, il existe une interaction qui peut être considérée comme un concept de cardan imbriqué. Les cardans sont des suspensions pour les sphères ou des suspensions rotatives. Les 4 muscles droits visibles en vert constituent la cardane interne du muscle droit, qui est tourné d'une manière correspondant aux flèches jaunes sous l'action des muscles extraoculaires obliques. Le cardan interne met en œuvre la loi de Listing, la cinématique oculaire dont j'ai parlé précédemment. Le cardan externe permet d'enfreindre la loi de Listing en faisant pivoter la position dans le plan coronal des 4 poulies rectrices. Cela est important pour des réflexes tels que le réflexe oculaire vestibulaire de torsion que nous testons cliniquement dans le test d'inclinaison de la tête. Voici un exemple de test d'inclinaison de la tête au cours d'un examen IRM chez un individu normal. Les images axiales violacées sont en fait correctes par rapport à la gravité. Ce test a été réalisé avec une inclinaison de 90 degrés vers la droite en haut et une inclinaison de 90 degrés à gauche dans la paire inférieure. La position est celle d'un décubitus latéral dans le scanner. Les images cartographiées en jaune, orange et noir ont été tournées à des fins de comparaison et ont été obtenues au niveau antéro-postérieur des poulies rectrices.
je vais tracer des lignes passant par le centre des 4 poulies droites, de la latérale à la médiale et de l'inférieure à la supérieure, afin que vous puissiez mieux apprécier l'effet de la gravité sur l'emplacement des poulies. Notez dans l'orbite droite que l'on voit dans la colonne de gauche que la poulie rectale latérale est supérieure à la poulie rectale médiale, mais qu'elle se déplace vers le bas en cas d'inclinaison gauche de la tête. Le droit supérieur est nasal par rapport au droit inférieur en cas d'inclinaison de la tête à droite, mais il est temporal par rapport au droit inférieur en cas d'inclinaison de la tête à gauche. L'orientation des poulies droites autour de la ligne de visée se modifie donc en fonction de l'inclinaison de la tête. Maintenant, en examinant 19 orbites d'individus normaux, nous pouvons regarder l'horizontale, les coordonnées des poulies sur l'axe des X, les coordonnées verticales des poulies sur l'axe des Y. Ces coordonnées sont exprimées en millimètres et nous pouvons constater une contre-rotation systématique de l'emplacement des poulies en réponse à l'inclinaison normale de la tête. Il s'agit d'un réflexe vestibulo-oculaire de torsion. Il est mis en œuvre par les muscles extraoculaires obliques. Lorsque l'on observe la section transversale du muscle oblique inférieur, qui est un bon marqueur de sa contractilité, l'oblique inférieur passe d'une section transversale plus petite à une section transversale plus grande pendant le contre-roulement oculaire. Le muscle oblique supérieur est également actif. Le graphique en haut à droite en est la preuve. Lorsque le côté ipsilatéral est abaissé, le muscle oblique supérieur est plus grand que lorsque le côté contralatéral est abaissé. La convergence est une autre situation où nous avons repositionnement en torsion des muscles extraoculaires. Dans cette situation, la cible était alignée sur l'œil gauche et toute la convergence se produisait dans l'œil droit. J'ai fait cette expérience afin de démontrer que nous pouvions éliminer l'effet de tout changement de position horizontale et verticale dû aux effets de la torsion. Remarquez que pendant la convergence, lorsque l'œil droit est tourné vers l'intérieur, le mécanisme d'accommodation de Helmholtz chez ce jeune adulte, l'épaississement du cristallin de l'œil, la convergence accommodative était en cours. Dans ce cas, la cible a été alignée sur l'œil gauche et toute la convergence se fait dans l'orbite droite, comme le montre la colonne de gauche. Remarquez que le nerf optique se déplace dans le temps lorsque l'œil droit converge, mais qu'il n'y a pas de changement dans la position du nerf optique dans l'orbite gauche. En revanche, on observe une torsion du réseau de poulies autour de la ligne de visée. Pendant la convergence, la poulie du droit supérieur se déplace dans le sens temporel, la poulie du droit inférieur dans le sens nasal, la poulie du droit médial dans le sens supérieur vers le haut et la poulie du droit latéral dans le sens inférieur. Beaucoup de choses changent dans l'orbite gauche, même si les positions horizontales et verticales des yeux ne changent pas. Voici un exemple de cette convergence et vous pouvez voir que l'épaississement du muscle oblique inférieur que l'on voit en bas correspond à sa contraction qui est exagérée, correspond à sa contraction qui est cyclorotation de l'œil pendant la convergence quand le cristallin s'épaissit. Nous allons maintenant passer des tissus conjonctifs à l'innervation de l'orbite, autre concept moderne. Il s'agit d'un concept de compartimentation des muscles extraoculaires et de la capacité du cerveau à contrôler de manière différentielle différentes parties des muscles extraoculaires. Le concept le plus simple concerne le muscle droit latéral qui est contrôlé par deux divisions différentes du nerf abducens. Le nerf abducens se divise en deux parties, l'une supérieure et l'autre inférieure, juste avant de pénétrer dans le muscle. Le muscle se divise en branches, chacune responsable d'un territoire précis, comme le montre ici le muscle droit latéral contrôlé par deux branches distinctes, comme le montre cette reconstruction tridimensionnelle du nerf abducens intramusculaire chez l'homme que nous avons publié. Il en va de même pour le muscle médio-rectal. Le nerf moteur médio-rectal possède une division supérieure, en vert, et une division inférieure, en magenta. Ces deux divisions innervent des territoires de fibres qui ne se chevauchent pas. Il est donc possible que ces deux divisions nerveuses contrôlent des actions différentes, qu'elles commandent des actions différentes dans différentes parties des muscles extraoculaires. Et c'est effectivement ce qui se produit. Il s'agit là d'un concept moderne et intéressant qu'il convient de connaître, car il devrait donc être possible de générer des actions de torsion et des actions verticales à partir, par exemple, des muscles droits horizontaux en activant de manière différentielle la zone supérieure des fibres ou la zone inférieure des fibres. Étant donné que la largeur typique d'un muscle droit horizontal est d'environ 10 mm ou plus,
Les fibres s'insèrent à des endroits totalement différents de la sclérotique. Cela permet au cerveau d'ajouter au répertoire des actions au-delà des actions primaires, secondaires et tertiaires avec lesquelles j'ai introduit cette conférence. En quoi cela est-il important d'un point de vue clinique? Examinons tout d'abord la question de la paralysie du rectus latéral. Voici l'exemple d'un patient qui présente une paralysie complète du muscle droit latéral gauche avec un défaut d'abduction de l'œil gauche, comme on peut le voir sur la photo du bas. Les images de résonance magnétique de la paralysie du muscle droit latéral sont stéréotypées lorsque le muscle est complètement paralysé. On observe une atrophie marquée de la section transversale du muscle, comme le montre ce muscle droit latéral gauche paralysé, avec une absence d'épaississement contractile lors d'une tentative de regard dans le champ d'action du muscle. Enfin, on observe un déplacement du muscle contre la paroi orbitaire, comme le montrent les deux panneaux inférieurs pour l'orbite gauche. Le muscle droit latéral droit normal présente un coussinet de graisse sur ses surfaces orbitales et globales, alors que le muscle droit latéral paralysé est directement opposé ou plâtré contre la paroi de l'orbite. Le muscle droit latéral paralysé présente également ce comportement sur les vues axiales. Sur le côté gauche, vous voyez le trajet normal du muscle droit latéral droit, mais vous pouvez voir que le mince muscle droit latéral gauche dans l'orbite postérieure est poussé contre la paroi de l'orbite et ce n'est qu'au niveau de la poulie, plus en avant, que vous voyez l'inflexion antérieure à laquelle le mince tendon continue vers l'insertion sclérale. Toute la section transversale du muscle est paralysée dans ce cas, mais de nombreux cas de faiblesse du muscle droit latéral n'impliquent pas les deux régions ou compartiments du muscle droit latéral. Il y a souvent une atrophie sélective d'un compartiment plus qu'un autre. Et cette atrophie sélective concerne plus souvent la moitié supérieure du muscle droit latéral que la moitié inférieure. Ici, nous voyons un muscle droit latéral gauche faible dans la colonne de droite, où l'atrophie concerne principalement la partie supérieure du muscle. Seule la partie supérieure du muscle est poussée contre la paroi de l'orbite et la moitié inférieure du muscle droit latéral est relativement préservée. Ce patient présentera typiquement une préservation d'une certaine action d'abduction du muscle droit latéral. Au-delà, l'œil a tendance à se rétracter ou à devenir hypotrope dans la zone où l'abduction peut être réalisée. Dans ce cas, la pathologie était une tumeur bénigne du nerf abducens. Lorsque nous avons examiné 39 cas de faiblesse du droit latéral, nous avons pu identifier une hypotropie ipsilatérale dans 15 de ces 39 cas, soit environ 35 à 40%. Remarquez ces 6 exemples. L'astérisque indique le cas de paralysie du compartiment supérieur, atrophie de la partie supérieure du muscle, préservation relative de la partie inférieure. Ces patients auront tendance à avoir une certaine abduction, mais pas une abduction complète, et cela peut être important pour modifier votre plan chirurgical pour la correction du strabisme résultant du patient. J'ai dit que les actions torsionnelles et verticales peuvent provenir d'une contraction différentielle des compartiments supérieurs et inférieurs du muscle droit latéral. C'est effectivement ce qui se produit dans de nombreux cas. Parlons maintenant de la paralysie de l'oblique supérieur car la compartimentation est importante ici. Nous avons pu valider en collaboration avec un groupe de Johns Hopkins que la dénervation sous-arachnoïdienne du muscle oblique supérieur produit rapidement une atrophie du muscle oblique supérieur concerné en l'espace de 6 semaines seulement. Nous voyons donc ici une paralysie du muscle oblique supérieur gauche. Remarquez que le muscle oblique supérieur droit normal présente une bonne section transversale. Il est beaucoup plus petit du côté gauche. Mais comme il s'agit d'un animal de laboratoire, j'ai pu procéder à un examen histologique. Dans ce cas, le muscle oblique supérieur dénervé présente une réduction d'environ 50% de sa section transversale. Cette réduction concerne principalement les fibres de la couche globale, épargnant relativement les fibres de la couche orbitale du muscle oblique supérieur. L'atrophie du muscle oblique supérieur est donc un résultat objectif très fiable et qui se développe rapidement dans la paralysie de l'oblique supérieur.
La compartimentation complique le mélange car la loge médiale du muscle oblique supérieur est contiguë à des fibres qui s'insèrent près de l'équateur du globe et en position primaire et qui ont donc une action prédominante d'encycloduction ou de torsion. Les fibres latérales sont contiguës aux fibres du tendon qui s'insèrent en arrière du globe et ont principalement une action infréductrice dans le regard central. Le nerf trochléaire chez l'homme a deux divisions, une division médiane et une division latérale dont les arborisations intramusculaires telles que reconstituées ici ne se chevauchent pas. Le cerveau a donc la possibilité d'activer sélectivement les fibres du muscle oblique supérieur qui agissent principalement en torsion et celles qui agissent principalement en verticalité. Voici à nouveau une prosection de l'orbite après avoir dégagé l'os et réfléchi le muscle oblique supérieur vers le haut, comme vous le voyez en haut à gauche. On peut voir que le ventre médial du muscle oblique supérieur a été marqué par des sutures foncées. Nous voyons la trochlée et nous voyons le tendon réfléchi se diriger vers l'arrière jusqu'à l'insertion avec les fibres antérieures marquées par une suture noire et les fibres postérieures marquées par une suture blanche. Comme je vous l'ai montré précédemment, vous pouvez resséquer ce tendon en bloc en conservant sa polarité et retirer la trochlée. Et nous voyons ici que les fibres du ventre médial du muscle sont contiguës aux fibres qui s'insèrent antérieurement et donc près de l'équateur du globe pour une action d'encycloduction. Les fibres du ventre latéral sont contiguës aux fibres postérieures qui s'insèrent en arrière et produisent principalement une action verticale. Il est donc possible que le cerveau puisse activer sélectivement les composantes torsionnelles et verticales de l'action des obliques supérieurs, mais ce n'est pas la conséquence la plus compliquée de cette nouvelle anatomie. Certaines d'entre elles concernent le diagnostic clinique de la paralysie du muscle oblique supérieur et le concept de paralysie masquée du muscle oblique supérieur. Dans les deux panneaux coronaux supérieurs A et B, nous voyons un cas de paralysie réelle du muscle oblique supérieur où dans le panneau A, nous voyons une très petite section transversale du muscle oblique supérieur résiduel et dans le panneau B, sur l'orbite gauche, nous voyons une belle section transversale robuste du muscle oblique supérieur. Les mesures d'alignement du couvercle du prisme sont visibles dans le panneau C. Comme on peut s'y attendre, il y a une hypertropie à droite. L'œil droit est plus haut que le gauche. Cette hypertropie augmente dans le regard gauche car l'action verticale du muscle oblique supérieur est plus importante en adduction. L'hypertropie est plus importante dans le regard vers le bas, car le regard vers le bas est le champ d'action de l'oblique supérieur. En cas d'inclinaison de la tête vers la droite, l'hypertropie est de 25 adoptants de prisme et de seulement 2 adoptants de prisme en cas d'inclinaison de la tête vers la gauche. Cela constitue un test positif en 3 étapes de Parks-Pilchowski qui a été classiquement interprété comme une paralysie de l'oblique supérieur et dans ce cas, l'interprétation est tout à fait correcte. Mais nous avons une jeune femme du même âge, vue ci-dessous, chez qui le droit, vu dans le panneau D, et le gauche, vu dans le E, il est tout à fait normal que le muscle oblique supérieur se contracte lorsque l'on regarde vers le bas. C'est une réaction normale. Dans cette situation, on observe également une hypertropie droite de 12 prismes qui diminue dans le regard droit et passe à 16 dans le regard gauche et augmente également dans le regard vers le bas, même à un degré plus important que dans le cas de la paralysie de l'oblique supérieur ci-dessus. L'hypertropie est de 12 prismes dans l'inclinaison de la tête à droite et de 6 prismes dans l'inclinaison de la tête à gauche. Ce cas remplit également les 3 étapes du test en 3 étapes de Parks-Pilchowski. Et pourtant, objectivement, il n'y a pas d'anomalie du muscle oblique supérieur. Nous avons donc qualifié cette situation de paralysie masquée du muscle oblique supérieur. Il est possible d'établir une corrélation entre la contractilité du muscle oblique supérieur et sa section transversale dans le regard central, et nous définissons ici la contractilité comme la variation de la section transversale maximale du muscle oblique supérieur, du regard vers le haut où elle est petite au regard vers le bas où elle se contracte et est plus grande. Ainsi, les témoins normaux, dont les graphiques sont représentés ici dans les carrés blancs, se situent près du côté droit de l'axe de la section transversale de l'oblique supérieur et près du haut de l'axe vertical, qui représente l'épaississement contractile.
Les cercles jaunes représentent le comportement de l'oblique supérieur contralatéral à une paralysie de l'oblique supérieur ipsilatéral. C'est le côté normal et notez que ces cercles jaunes recouvrent assez bien la distribution normale en haut à droite. Mais les patients souffrant d'une paralysie du muscle oblique supérieur ont à la fois un petit muscle oblique supérieur en bas à gauche et un muscle qui ne se contracte pas beaucoup. Fraude de paralysie des muscles obliques supérieurs sont ceux illustrés ici dans les triangles remplis qui présentent à la fois une section normale et un comportement contractile normal, chevauchant les témoins normaux dans les carrés noirs. Les cas de masquage sont visibles en bas à gauche, dans lesquels la taille du muscle est petite et le comportement contractile est petit. Ce qu'il faut retenir ici est qu'un test en 3 étapes positif ne garantit pas à lui seul l'existence d'un déficit de la fonction du muscle oblique supérieur, car de nombreux autres facteurs peuvent contribuer au comportement d'alignement. Parlons un peu du strabisme congénital que nous voyons fréquemment chez les jeunes enfants et qui est souvent lié à l'anatomie de l'orbite. Voici un cas de strabisme congénital en A. Remarquez l'ésotropie en haut et en bas. Remarquez l'ésotropie dans le regard vers le haut et l'ésotropie moindre ou même l'orthotropie dans le regard vers le bas. Mais la surdépression marquée de la correction AD observée dans la rangée inférieure et la sous-élévation marquée de la correction AD observée dans la rangée supérieure. Lorsque l'on fait une image dans le plan coronal au niveau des poulies dans de tels cas, on voit que le ligament de la bande LRSR est intact, mais que la poulie du droit latéral est supérieure à la poulie du droit médial dans les 2 orbites et que la poulie du droit supérieur est nasale par rapport à la poulie du droit inférieur dans les 2 orbites. Quelle en est la conséquence? Eh bien, le muscle droit médian agit comme un infraducteur dans l'adduction AD et le muscle droit latéral agit comme un supraducteur dans l'adduction AB. Le muscle droit inférieur est un AB dans le regard vers le bas et le muscle droit supérieur est AD dans le regard vers le haut, correspondant au schéma A du strabisme sans invoquer la moindre anomalie des muscles obliques. Il s'agit de la configuration typique de la paupière, hétérotopie congénitale du schéma A ou mauvais placement des poulies. Remarquez que le canthus latéral est supérieur au canthus médial dans les 2 yeux, et si vous tracez des lignes reliant les deux et que vous tracez la perpendiculaire, vous inscrivez la lettre A pour strabisme de type A. Les fissures de la paupière correspondent généralement à ce type de strabisme. À l'inverse, l'hétérotopie de la poulie en V est illustrée ici par une surélévation marquée des yeux dans la déduction et une dépression des yeux dans la déduction, associée à un strabisme en V typique. Nous avons donc ici une imagerie au niveau des poulies. Si nous traçons ligne passant par le centre des poulies droites horizontales montre que la poulie droite médiale surpasse celle latérale dans les 2 orbites, de même que la poulie droite supérieure surpasse la poulie droite latérale, et que la poulie droite supérieure est temporale par rapport à la poulie droite inférieure dans les 2 orbites. Ainsi, en duction AD, le muscle droit médial agit comme un élévateur et en duction AB, le muscle droit latéral agit comme un dépresseur. Le muscle droit supérieur est AB et conduit les yeux vers le haut, tandis que le muscle droit inférieur est AD et conduit les yeux vers le bas, ce qui donne lieu au schéma en V sans nécessairement impliquer une anomalie du muscle oblique. Quelle est la corrélation entre les configurations des paupières? Si l'on trace une ligne entre les canthus supérieurs et inférieurs, puis sa perpendiculaire, on obtient la lettre V qui correspond souvent à l'ésotropie en V dans ces cas d'hétérotopie de la poulie. Voici un exemple plus extrême où les 2 orbites sont extrêmement excyclorotatives, produisant un schéma en V très large qui n'a pas du tout répondu à la chirurgie du muscle oblique. Toutes les anomalies des poulies ne sont pas congénitales. Une forme très courante résulte de la dégénérescence liée à l'âge du ligament de la bande LRSR qui est intact dans ces spécimens histologiques coronaux d'orbites humaines à l'âge de 17 mois et de 4 ans. Mais à 57 ans et 93 ans, les bandes sont devenues minces au rhombus. Et nous pouvons voir que par rapport au centre du globe,
La poulie du droit latéral se déplace progressivement en dessous de cette ligne jaune, ce qui fait du muscle droit latéral une sorte d'infraducteur et d'abducteur en raison de cet affaissement vers le bas des muscles droits. On l'appelle le syndrome de l'œil affaissé, le syndrome de l'œil affaissé. Quelles sont les preuves cliniques de ce syndrome? Les signes cliniques sont généralement suffisants pour poser le diagnostic. Nous voyons généralement un patient de plus de 40 ans avec des antécédents de blépharoplastie ou de blépharotose. Non pas que ces opérations soient de la cause de ce syndrome, mais elles sont généralement nécessaires en raison de l'affaissement advexal du patient. Les patients ont souvent des paupières tombantes et ont un pli de la paupière supérieure surélevé ou un défaut du sillon supérieur proéminent. L'IRM montre une dégénérescence liée à l'âge du ligament de la bande LRSR. Il s'agit d'un jeune individu dont la bande LRSR est robuste. Ici, nous voyons un individu orthotrope plus âgé chez qui la bande LRSR s'est amincie et le droit latéral s'est légèrement déplacé vers le bas. Et voici un individu plus âgé dont la bande LRSR s'est rompue et qui a développé un strabisme. Si l'affaissement vers le bas du droit latéral se produit de manière bilatéralement symétrique, le patient est susceptible de présenter une ésotropie par paralysie de la divergence, que l'on peut également appeler ésotropie de distance liée à l'âge. Nous voyons ici ces images IRM coronales. Cette ligne, la ligne verte, passe par le centre de la poulie du droit médial. Remarquez que la section transversale du droit latéral s'est déplacée dans les deux orbites de telle sorte que son sommet embrasse cette ligne verte et que le ligament de la bande LRSR est rompu de façon bilatérale. Les conséquences verticales s'annulent, mais une partie de l'action de canalisation AB de chaque muscle droit latéral a été perdue, entraînant une ésotropie de distance. Si cela se produit de manière asymétrique, il en résultera un strabisme cyclovertical, seul ou associé à une ésotropie. Remarquez ici que la ligne verte passant par le centre du muscle droit médial incorpore également le droit latéral du côté droit. Le ligament LRSR est dégénéré bilatéralement, mais l'affaissement vers le bas du muscle droit latéral est plus important dans l'orbite gauche. De plus, le trajet du tendon présente une inclinaison d'environ 45 degrés. Il en résulte une hypotropie et une excyclotropie gauche, avec une excyclotropie plus importante du côté de l'œil inférieur dans le syndrome de l'œil affaissé. Vous pouvez en reconnaître les signes cliniques. Il y a souvent une désinsertion du tendon du lévogire du tarse, avec un défaut du sillon supérieur et un ptosis, pli de la paupière supérieure et une blépharoptose. Le syndrome de l'œil affaissé doit être distingué du syndrome de l'œil lourd. Le syndrome de l'œil lourd est un syndrome d'abduction et de superduction limitée dans le cadre d'une myopie axiale élevée. Il y a donc hypotropie et ésotropie, mais une limitation importante de l'abduction. Comme vous le voyez ici, il n'y a pas d'abduction de l'œil gauche au-delà du regard central et le patient ne peut vraiment pas regarder vers le haut, surtout avec l'œil droit. L'IRM quasi-coronal que l'on voit en bas en montre la raison. Le muscle droit latéral s'est déplacé en dessous du globe pour se retrouver presque parallèle à la trajectoire du muscle droit inférieur, alors que le globe s'est déplacé en conséquence de manière supratemporale dans l'orbite. Le syndrome de l'œil lourd doit être reconnu parce qu'il ne répond pas très bien à la chirurgie conventionnelle du strabisme. Voici donc un exemple du syndrome de l'œil lourd avec une IRM coronale de haute qualité dans toute l'orbite, commençant dans l'orbite profonde en haut à gauche et continuant de gauche à droite et de haut en bas plus en avant dans l'orbite. Mais la découverte clé ici, comme l'a démontré Yokoyama, est la suivante. Une ligne reliant la poulie droite supérieure au centre du globe, puis du centre du globe au muscle droit latéral, inscrit un angle bien supérieur à 90 degrés, typiquement autour de 120 degrés, et le tendon du muscle droit latéral épouse la surface du globe sans aucune discontinuité. C'est typique du syndrome de l'œil lourd. Dans le syndrome de l'œil affaissé, on observe deux différences. Tout d'abord, une ligne reliant la poulie du droit supérieur au centre du globe, formant un angle de 90 degrés environ avec le muscle droit latéral, est un angle beaucoup plus serré. Il existe également un espace graisseux entre le muscle droit latéral et la surface du globe, de sorte que le muscle droit latéral n'épouse pas le globe.
Ce phénomène est typique du syndrome de l'œil affaissé, qui répond bien à la chirurgie conventionnelle du strabisme, comme la récession du muscle météorectus. Permettez-moi donc de résumer la différence entre l'œil lourd et le syndrome de l'œil affaissé. L'exemple photographique est celui d'un patient atteint d'une myopie extrême avec un œil lourd. Le syndrome de l'œil affaissé peut survenir avec ou sans myopie axiale. Il y a un déplacement infratemporal du muscle droit latéral, un déplacement temporel du muscle droit inférieur, aucun déplacement du droit supérieur, et le droit latéral est déplacé ou éloigné du globe, séparé par un peu de graisse. Le syndrome de l'œil lourd, illustré sur cette photo, est associé à une forte myopie axiale, approchant les 30 mm de longueur axiale, avec un déplacement infranasal du muscle droit latéral, un déplacement nasal du droit inférieur, un déplacement infranasal du droit latéral épousant le globe, un déplacement nasal du muscle droit supérieur et souvent un déplacement supratemporal de l'ensemble du globe par rapport au cône musculaire. Je vous remercie de votre attention. C'est absolument fabuleux. Je suis sûr que c'est une conférence que les gens prendront plaisir à entendre la première fois, mais qu'elle contient tant d'informations pratiques. Je pense que les gens vont l'écouter encore et encore. Des contributions vraiment étonnantes. J'ai 2 questions à vous poser, si vous le permettez. Au cours d'une semaine ou d'un mois d'activité moyenne, si cela existe, ou d'un mois, quel est le pourcentage de vos cas où vous faites autre chose que des récessions, ou des résections, ou des placements, ou peut-être des transpositions? Combien de fois opérez-vous sur les poulies? Vous savez, Hébert, probablement pas si souvent, parce que dans la moitié de mes cas sont des adultes plus âgés souffrant du syndrome de l'œil affaissé. Et les suspensions à poulies tombent en ruine. Vous voyez, j'aime rester à l'écart de ces cas. J'ai donc opté de plus en plus pour des opérations sous anesthésie topique, des opérations peu invasives. Et je trouve qu'il est utile de comprendre ce que sont les poulies, ce qu'elles font, mais difficile de les changer. J'avais pensé que nous pouvions corriger ces grands schémas A et V en déplaçant les voies musculaires. Les poulies sont difficiles à déplacer par la chirurgie conventionnelle du strabisme. Je pense qu'avec la chirurgie orbitale, nous pouvons faire quelque chose avec elles. Fixation postérieure des poulies, peut-être une fois toutes les 2 semaines, en mettant une suture du ventre du muscle à la poulie. C'est ce que je fais assez souvent. Je considère ces opérations de fixation postérieure comme des opérations de poulie parce qu'elles décalent la poulie, bien qu'il n'est pas nécessaire de comprendre cela pour obtenir un bon effet. C'est différent. On peut utiliser un raisonnement différent et bien faire l'opération. Mais lorsque je fais des transpositions maintenant, je ne désinsère pas le muscle. Je reviens simplement en arrière et je suture le ventre du muscle là où je veux qu'il soit sur l'équateur. Comme la procédure de Nishida, exactement. Exactement la procédure de Nishida ou la procédure de Nishida modifiée. C'est ainsi que c'est ce que je fais et je suppose que je n'ai pas cherché à savoir si cela déplaçait la poulie, mais avec Art Rosenbaum, il y a des années et des années, nous avons étudié les changements de position de la poulie après une transposition du tendon avec augmentation d'Alan Scott. Cela doit être similaire car les sutures postérieures sont placées à peu près au même endroit. Je ne fais donc pas directement uniquement sur la poulie. J'ai pratiqué une myopexie équatoriale. Robert Clark en a parlé, mais j'ai trouvé que c'était assez imprévisible. C'est pourquoi je fais moins de chirurgie radicalement innovante basée sur les poulies que je fais moins de chirurgie que prévu. L'autre question que je me pose est liée aux observations vraiment étonnantes sur l'innervation compartimentale. Comme vous le savez, avec les procédures d'inclinaison, à la fois pour les schémas de strabisme ou les divergences de distance et de proximité, il y a ce paradoxe intéressant que les gens vont l'aborder de manière exactement opposée et peut-être obtenir de bons résultats. Par exemple, pour une ésotropie en V, la procédure d'inclinaison originale aurait consisté à d'encastrer le pôle supérieur du droit médial plus loin que le pôle inférieur, ce qui est basé sur une explication biomécanique. Plus récemment, de nombreuses personnes font le contraire. Ils inclinent le pôle inférieur plus en arrière pour un VET
On s'est demandé si l'innervation compartimentale pouvait expliquer cela. A-t-on démontré que l'innervation inférieure du droit médial est plus innervée dans le regard vers le bas que vers le haut et, de la même manière, plus de près que de loin? Oui, j'ai examiné l'innervation compartimentale et le droit médial contribue un peu plus. Le muscle droit médial contribue un peu plus dans le compartiment supérieur au regard vers le haut. L'effet est quasi insignifiant. L'innervation compartimentale du muscle droit latéral semble être importante dans la contre-route oculaire. Cela m'a surpris, mais je suis heureux de le constater. C'est le compartiment supérieur du muscle droit médial qui semble être le plus actif dans la convergence. Ce qui, si je comprends bien, serait contraire à l'hypothèse que les gens utilisent d'incliner le pôle inférieur vers l'arrière pour la convergence en cas d'ésotropie excessive. Oui, vous avez été la voix de la raison dans toute cette controverse en soulignant qu'on ne peut pas argumenter des deux points de vue opposés et prétendre qu'ils fonctionnent tous les deux pour la même raison. D'accord. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Je ne suis pas convaincu que la compartimentation apporte une réponse décente autre que celle des gens qui... Je ne suis pas sûr que la compartimentation soit vraiment utile. Les gens la défendent en disant « la compartimentation est la raison pour laquelle mon opération réussit », mais je ne comprends pas pourquoi ça devrait marcher. C'est là où nous en sommes. J'ai donc obtenu une subvention conjointe avec un bio-ingénieur de l'université George Mason, spécialiste en programmation. Notre objectif est de dépasser le modèle de Joel Miller, qui avait seulement un compartiment et pas de couche orbitale et globale. Nous avons donc un modèle qui comporte une loge supérieure, une loge inférieure et une couche orbitale pour tous les muscles. Un autre élément à prendre en compte est que le remodelage des sarcomères devrait annuler l'effet de l'inclinaison. Vous avez également soulevé un point important à ce sujet. Si vous discutez assez longtemps de ce concept de remodelage des sarcomères, il tourne en rond et n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. D'accord ? Je suis d'accord. Sur ce point, nous devrions peut-être conclure. Joe, je tiens à vous remercier chaleureusement. Et c'était merveilleux. C'était merveilleux. Je sais que vous êtes très occupé et j'apprécie que vous preniez le temps de le faire. Si vous avez apprécié cette conférence autant que moi, j'espère que vous suivrez les autres conférences de ce programme. Les autres conférences de cette série. Sur ce, en fonction de la partie du monde d'où vous regardez cette émission et de l'heure, je vous souhaite une bonne nuit, un bon après-midi ou un bon matin. Ou bonjour. En vous apportant ce cours vidéo, je vous adresse de nombreux remerciements. Merci d'avoir visionné le cours vidéo sur le strabisme. Nous espérons que vous l'avez trouvé stimulant et éducatif et que vous partagerez ces connaissances avec d'autres. À One World, One Vision, nous remercions chaleureusement les conférenciers qui ont partagé leurs années d'études pour rendre ce cours vidéo utile. Et bien sûr à Bert Kouchner pour avoir assumé ce fardeau, avec bonheur nous l'espérons, du développement et de la modération. Nous remercions également le conseil d'administration pour ses conseils constants. Nous remercions nos donateurs pour leur soutien financier qui a rendu possible ce cours vidéo. Un grand merci à l'équipe vidéo de Sweet Sadie pour ses efforts extraordinaires pour rendre ce cours possible, visuellement et auditivement, extraordinaire, et pour leurs conseils techniques aux conférenciers. Merci Rachel. Tim, Eddie et Bill. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous faisons, rendez-vous sur notre site web, The One World on a Vision. .org. Enfin, si vous avez des commentaires, des pensées ou des idées, vous pouvez m'envoyer un courriel à of2020@gmail.com. Au revoir.